Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de À quoi ça sert? Et aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi ça sert les vecteurs. Et la réponse c'est à beaucoup de choses, et notamment en physique. En effet, on va retrouver la notion de vecteur dans beaucoup de domaines de la physique, et notamment un des principaux peut-être en mécanique, c'est-à-dire pour tout ce qui est l'étude des forces ou des mouvements. Quand on étudie une force, on veut voir quelle est son intensité et dans quelle direction elle est. Est-ce qu'on va appuyer par là-bas? Est-ce qu'on va appuyer par là-bas? Est-ce qu'on va appuyer vers en haut, vers en bas, etc. Et pour représenter ça, justement, on va utiliser des vecteurs. Et donc toute l'étude ensuite des forces va être faite à partir de notions de vecteurs. Quand est-ce qu'on va étudier les forces? À chaque fois qu'on veut fabriquer un objet qui va devoir résister justement à une certaine force lors de son utilisation et qu'on ne veut pas qu'il casse. Donc on veut choisir la bonne taille, le bon matériau pour fabriquer notre objet pour qu'il puisse résister. Par exemple, si je veux fabriquer une chaise, on a quelqu'un qui va devoir s'asseoir dessus et on ne veut pas que la chaise casse quand quelqu'un s'assoit dessus. Pour choisir où est-ce qu'on va placer les pieds de la chaise, en quel matériau on va la faire, etc., on va devoir étudier justement où s'appliquent les forces, comment elles s'appliquent sur ma chaise quand on l'utilise. Bon, là c'était l'exemple d'une chaise, on peut le faire avec toutes sortes d'objets qu'on veut fabriquer. Par exemple, si on voulait fabriquer un barrage, on veut être sûr qu'il va résister à la force que l'eau applique dessus, parce qu'il y a des petites maisons qui sont construites derrière et on ne veut pas que le barrage justement casse, qui pourrait causer quand même quelques petits soucis. Et bien justement, pour choisir comment on va fabriquer notre barrage, dans quel matériau, quelle forme on lui donne, quelle épaisseur, et pour ça on va devoir analyser justement les forces qui s'appliquent sur notre barrage et donc on va parler encore une fois de vecteurs. Je vous ai dit qu'on l'utilisait en mécanique parce que c'est l'étude des forces, mais on l'utilise aussi dans l'étude des mouvements. Dès qu'on va parler en fait de vitesse ou d'accélération, on va avoir tout de suite des notions de vecteurs qui vont également entrer en jeu. Donc, typiquement, si on veut mesurer ou calculer la vitesse ou l'accélération d'un objet, par exemple, je sais pas, on veut faire un radar comme pour la police pour mesurer la vitesse d'une voiture, ou dans certains sports aussi, ils aiment bien mesurer la vitesse d'une balle, vous savez, en tennis ou en baseball par exemple. Et bien pour analyser justement la vitesse ou l'accélération de ces différents objets, on va utiliser encore une fois des notions de vecteurs. Alors, un autre exemple qui peut être parlant aussi, c'est quand un astrophysicien par exemple veut étudier une certaine étoile ou une planète. Et pour ça, il faut pouvoir bien placer son télescope pour pouvoir pointer vers l'étoile. Or, comme vous le savez sans doute, dans l'espace, toutes les étoiles, les planètes sont tout le temps en mouvement. Et donc pour calculer où se situe l'étoile, on va pouvoir le calculer à l'aide des anciennes positions connues de cette étoile et en analysant sa vitesse, son accélération, on va pouvoir prédire où est-ce qu'elle va se retrouver 2 jours plus tard ou 1 mois plus tard, afin de bien placer son télescope pour pouvoir l'étudier. Et donc encore une fois, pour cela, on va devoir parler de vecteurs puisqu'on va utiliser les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération pour pouvoir justement prédire son déplacement. Bon, c'est vrai que là, je vous ai déjà donné pas mal d'exemples en mécanique, mais je vous ai dit que ça s'appliquait dans plein de cas en physique. Donc il n'y a pas que en mécanique qu'on le croise, on pourrait trouver des applications dans plein d'autres domaines, par exemple en électromagnétisme. Pour étudier effectivement ces champs magnétiques, on va utiliser encore une fois des notions de vecteurs. L'étude de ces champs magnétiques grâce aux vecteurs nous a permis au cours de l'histoire de mieux comprendre certains phénomènes comme par exemple le fonctionnement des aimants ou les champs magnétiques de la Terre, ce qui nous a permis de développer des objets bien utiles, ce qu'on appelle des boussoles, qui évitent de se perdre quand on part en balade, mais également de développer les moteurs électriques qu'on utilise maintenant de plus en plus par exemple dans tout ce qui est les voitures électriques, ou également par exemple on pourrait trouver aussi des applications en médecine où les champs magnétiques ont permis de développer ce qu'on appelle l'IRM, qui est un outil bien pratique pour pouvoir voir un petit peu l'intérieur du corps humain et aider les médecins à faire leur diagnostic. Bon, ça fait déjà pas mal d'applications dans lesquelles on utilise les vecteurs. Je pourrais en trouver encore des milliers d'autres. Je pourrais passer des heures à vous parler de tous les domaines de la physique. On pourrait en retrouver également en mécanique des fluides, en thermodynamique, en optique. On en retrouve vraiment un petit peu de partout des vecteurs. Je vais vous donner quand même un dernier exemple pour sortir un petit peu du monde de la physique, pour vous montrer que ça a servi également dans d'autres domaines, et notamment dans celui du marketing et du design. Et oui, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les images vectorielles. En gros, quand on veut faire un logo ou une image sur un ordinateur, il y a 2 façons de le coder. Alors, la première façon, la plus classique, c'est grâce à des pixels. C'est-à-dire qu'on va faire des points de couleur qu'on va mettre les uns à côté des autres jusqu'à reconstruire l'image qu'on veut. Mais le problème de cette façon de coder une image, c'est que quand on va vouloir l'agrandir ou la rétrécir, on va avoir des problèmes avec justement ces pixels qu'on risque de voir beaucoup plus. Quand on va agrandir chaque pixel, ce qui fait que notre image ne va pas être très jolie. Alors pour pouvoir pallier à ce problème, des gens ont inventé une deuxième méthode de coder une image, c'est ce qu'on appelle justement les images vectorielles. Et en effet, l'atout principal de ces images vectorielles, c'est qu'on peut les agrandir à l'infini, elles perdent jamais en qualité. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est la différence avec les anciennes images classiques faites pixels? C'est que ici, dans les images vectorielles, en fait, chaque élément de notre image va être défini à l'aide de fonctions mathématiques. Par exemple, on va dire on veut faire un arc de cercle à tel endroit,
on va faire un segment à tel autre endroit, on va appliquer une couleur à cet endroit-là, etc., etc. Et pour dire à chaque fois à quels endroits on doit faire quelle fonction mathématique, eh bien on va donner les coordonnées à l'aide de vecteurs. D'où le nom image vectorielle. Bien, ça fait déjà pas mal d'applications, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé quand même à mieux comprendre l'importance de ce chapitre, hein, de voir que les vecteurs sont utilisés dans autant d'applications. Vraiment, tout ce que je vous ai dit, hein, c'est encore que la partie immergée de l'iceberg, hein. Vraiment, les vecteurs, on les retrouve dans de très nombreux cas, hein. Bien, donc maintenant, si vous n'avez pas encore regardé toutes les vidéos qui parlent de ces notions de vecteurs, je vous encourage à le faire, hein, puisque vous avez vu que c'est un chapitre qui est assez important. Et si c'est déjà fait, eh bien, je vous dis à bientôt dans un prochain chapitre.